Le ventre vide de Nadia Bergogneau, c'est ce dont on va parler aujourd'hui et pas seulement en fait. On va parler parce que ce livre parle du deuil périnatal. Alors je demandais à mon mari juste avant de démarrer l'émission, est-ce que tu sais ce qu'est le deuil périnatal? Alors moi je sais ce qu'est le deuil périnatal. Bon, j'imagine qu'il y a naissance dedans, etc. On ne sait pas trop en fait quand on n'a pas vécu ce deuil périnatal, ce que c'est. Et on va expliquer tout ça avec mon invitée qui est Nadia Bergogneau, écrit, elle est mamange et parange. Là aussi, on va expliquer ce qu'est ce mot. Sur son compte Facebook, elle met « Je suis retraitée, écrivaine, maman comblée, maman gâteau » et elle est aussi présidente d'une association qui s'intitule « Au fil des mots ». Nadia, bonjour. Bonjour. Alors, ce livre que vous avez, que tu as écrit, on peut se tutoyer, hein. On peut se tutoyer, absolument. J'ai essayé Oui. de le lire et c'est vrai que j'étais très émue. Je ne me considère pas comme une maman, bien que dans ma famille, ma maman, par exemple, a vécu ça, elle me l'a raconté. Et donc, peut-être que c'est pour ça que ça me met dans une Mhm. situation émotive particulière. Mais quand on parle de deuil périnatal, en fait, ça veut dire quoi? Alors, comme tu l'as expliqué, le deuil, on le comprend, c'est la perte de quelqu'un. Périnatal, autour de la natalité. Le deuil périnatal, c'est ce qui concerne les mamanges, les mamans qui ont perdu un enfant soit pendant la grossesse, soit quelque temps après la grossesse. On parle de quelques jours, voire quelques mois. Oui. Donc, Et autour de la natalité. j'ai vu, parce qu'en regardant quelques articles aussi là-dessus, on peut même, les parents qui ont perdu un enfant, tout simplement, peuvent aussi se sentir, enfin, avoir besoin de reconnaissance, Complètement. voilà. Donc, on peut les Complètement. rentrer aussi. Là, on a abordé le deuil périnatal, mais évidemment que j'englobe également dans mon livre et dans mon combat dont on parlera, tous les parents qui ont perdu un enfant. Si j'ai parlé de deuil périnatal, c'est parce que c'est un sujet évidemment aussi qui me concerne et pour lequel je lutte contre un tabou absolument horrible. Mais ce deuil, la perte d'un enfant, c'est toute une vie. C'est Hmm. l'ordre de toute une vie. Et ce Ça deuil peut être un périnatal, enfant de 50 ans, ça peut être un enfant de... Voilà. oui, c'est ça. Et ce deuil périnatal, en fait, a même une journée, c'était le mois dernier, au mois d'octobre, C'était... une journée Oui. internationale du deuil périnatal qui consiste, bien sûr, comme toutes les journées, à sensibiliser le grand public à ce sujet. Est-ce que vous voyez, enfin, quand je dis vous, c'est le collectif, hein, est-ce que vous Mhm. voyez des choses se passer réellement durant cette journée? Est-ce qu'il y a des choses organisées? Est-ce que les gens viennent vers vous? Est-ce que il y a des questions que l'on pose moins aujourd'hui qu'avant? Alors, le 15 octobre, effectivement, est la journée de sensibilisation. Il y a beaucoup d'associations qui s'occupent de personnes concernées par ce deuil périnatal et qui, ces journées-là, font des lâchers de ballons. On en parle un petit peu plus. Quant à dire que ce jour-là, précisément, enfin, je parle pour moi, on vient plus vers nous, il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de travail à faire. Donc, nous faisons passer l'information, nous profitons de ce jour-là, même si on n'a pas besoin d'un jour dans l'année pour vivre ce malheur, mais le tabou est tellement immense, et on expliquera un petit peu peut-être pourquoi, que c'est une journée, oui, c'est une journée, on en profite. De temps en temps, on a dans les journaux, on parle de nous, parfois à la télévision, mais c'est très timide. Oui. Et c'est timide parce que c'est devenu un tabou ou ça l'était déjà depuis très longtemps? Je pense que déjà la mort est un tabou. La mort est un tabou, on a du mal à en parler. Euh, le deuil périnatal, pour moi, c'est un double tabou. Parce que, alors là, je parle du deuil périnatal, hein, pendant la grossesse ou après la grossesse. Double tabou, pourquoi? Parce qu'il y a mort d'un enfant pour lequel on espérait un avenir, mais en même temps, cet enfant, à part nous, pratiquement personne ne l'a vu, personne ne l'a connu.
pour les gens qui ont eu la chance de le voir. Et je dis chance, on en reparlera aussi. C'est difficile, mais il est important de le voir. Donc, double peine d'avoir mis au monde un enfant non né. Et de ce fait, voilà pourquoi il y a ce tabou. Les gens n'ayant pas connu cet enfant qui, pour eux, n'a pas d'histoire, alors que pour nous, il en a une, puisque depuis qu'il était dans notre ventre, il a commencé son histoire. Pour ces gens-là, il est très compliqué, et je peux le comprendre, mais il faut aussi également lutter pour que ça évolue. Il est très compliqué de parler de ce bref passage. Ben oui, comment dire, à des questions toutes bêtes, Nadia, combien as-tu d'enfants? Qu'est-ce que tu réponds aujourd'hui? Parce qu'avant, tu répondais quoi? Rien sans doute? Avant, je disais j'ai 3 enfants, j'ai 3 filles, j'ai 3 magnifiques filles. Aujourd'hui, j'ai un petit peu plus de force. Je dis j'ai eu 4 grossesses et j'ai 3 enfants vivants. Ah ouais. Et alors, quand tu dis ça, ça fait monter Ça les met choses. mal à l'aise. Ouais, ouais. Ça met mal à l'aise. C'est un petit peu le but. Si on veut faire avancer les choses, il faut parfois aller de l'avant et choquer un petit peu. Parfois, ça engage la conversation. Ça permet de parler sans pleurer, sans hurler, en expliquant simplement que nous avons besoin de cette reconnaissance-là, du passage de cet enfant dans notre vie. Alors, il y a 4 ans, tu as lancé une pétition avec le collectif, une pétition qui était adressée et qui est toujours adressée au dictionnaire Larousse pour faire reconnaître le mot parange, mamange et papange dans le dictionnaire. Parce que pour ça, ça a l'air d'être compliqué quand même, puisque ça fait 4 ans que la pétition a démarré et que l'envoi d'échanges a commencé. Alors, cette pétition, je l'ai adressée effectivement en premier à la directrice du dictionnaire Larousse, qui a eu la gentillesse de me répondre en me disant que la mort était quelque chose d'horrible, mais que la mort d'un enfant, c'était encore plus. C'était peut-être pour ça qu'il était difficile de le nommer. Ok, j'entends, mais un homme qui perd sa femme est veuf, un enfant qui perd ses parents est orphelin, une mère qui perd son enfant n'a pas de nom, donc allons jusqu'au bout, nommons-les. Et on est conscient que cela ne fera pas revenir nos enfants, mais c'est une reconnaissance d'un statut et peut-être quelque chose qui permettra de faire un petit peu voler en éclats ce tabou. Donc aujourd'hui, j'ai changé les destinataires. J'ai carrément mis l'Académie française, puisque je suis en contact avec eux depuis maintenant 3 ans, qui m'ont également répondu, à peu près la même chose que Larousse. Mais il y a quand même une avancée, puisque depuis 1 an, ils ont en main un dossier qu'ils m'ont demandé, un dossier qui grossit de jour en jour. J'ai reçu une réponse il y a 2 jours, Waouh, me quelle est cette disant réponse? en raison du confinement, en raison des vacances, le dossier tarde. D'accord, nous sommes reconfinés, il va y avoir les vacances de Noël, mais nous ne lâchons pas. Le dossier est en cours. On m'a dit également qu'ils étaient en train d'étudier d'autres mots. Cela veut dire que ça avance. Il me tarde de savoir quels sont ces mots. Je pourrais t'en citer quelques-uns et je peux te dire que cela ne nous conviennent pas du tout. Voilà, donc cette pétition, je viens d'aller regarder, elle en est à 58 940 signatures. Oui, juste avant de démarrer, j'avais regardé aussi, on en était à 58 925 et ça monte très très vite finalement. Ça monte pas, ça dépend des jours. On peut avoir un mois avec 2 signatures et puis un jour avec 1000 signatures. Alors, déjà, je voudrais quand même qu'on explique ce mot parange parce qu'il peut poser problème pour certaines personnes. Parange, c'est un mot valise, parent, ange. Et c'est sur ce mot ange que pas mal de personnes tiquent un petit peu. Oui. Alors, je dis oui, on peut. Déjà, je dois dire que je ne suis pas croyante et que pour moi, le mot ange représente la 2e partie de la définition qu'on trouvera sur le dictionnaire.
Première définition, un ange, évidemment, c'est une créature divine. Deuxième définition, on dit que c'est une personne parfaite pour qui on a des sentiments. Donc, pour moi, il me semble que cela peut correspondre à tout le monde, aux croyants et aux non-croyants, mais qu'on ne s'arrête pas obligatoirement sur le mot À la ange. définition religieuse, quoi. Voilà, Oui. voilà. Donc ça, c'est une chose que je voulais dire, c'est important. Et c'est un mot qui, dans le grand malheur que l'on connaît, je trouve a une certaine douceur. Et si l'on veut vérifier qu'il est utilisé, on va sur tous les moteurs de recherche, on marque par ange, et vous verrez que, et c'est ce que j'ai envoyé à l'Académie française, vous verrez qu'il est très, très, très utilisé. Et à partir de quel seuil, par exemple, Larousse ou l'Académie peut estimer que effectivement ce mot est utilisé par un grand nombre de personnes, ce qui pourrait expliquer son entrée dans le dictionnaire? Par exemple, il faudrait avoir combien de personnes dans cette signature, enfin qui ait signé cette pétition? J'ai cru au départ que cette pétition serait comment dire, notre clé pour ouvrir justement les portes de l'Académie française. Ce monsieur avec qui je suis en contact m'a répondu que ce n'était pas une pétition qui allait faire avancer les choses. Toutefois, on n'a pas de chiffres à donner. Effectivement, si nous en étions à 10 000, 100 000 signatures, il serait plus obligé de se pencher sur le sujet. Sur le dossier, ben oui, je crois, ça sera une preuve quand même qu'il y ait un certain nombre de personnes intéressées et d'accord que ce nom entre dans le dictionnaire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au niveau des signatures, parce que bon, je vois l'origine des signataires, je vois les commentaires qu'ils me font, ce n'est pas seulement notre petite France, nos départements, c'est vraiment tous les pays francophones qui sont venus signer. Donc, je pense que c'est quand même partagé par beaucoup de monde et c'est un besoin. Et je continuerai. Donc, je dirai jusqu'au bout. Ben bien sûr, mais ça, c'est une étape. Revenons maintenant à ce livre qui parle bien sûr du deuil périnatal, qui explique ce que c'est, qui parle aussi de l'évolution des textes juridiques. Alors ça, on sait qu'il y a des textes qui datent de Mathusalem et pas que sur le deuil périnatal, il y a plein de sujets comme ça qui mériteraient un bon coup de balai et de faire de la poussière, enfin, nettoyer la poussière, dépoussiérer tous ces textes. On parle aussi dans ce livre des causes du décès, donc elles sont nombreuses. Est-ce qu'on peut expliquer justement aux gens qui ne savent pas ce que c'est, quelques raisons qui font qu'on rentre dans ce volet de deuil périnatal? Les causes, effectivement, il y en a de nombreuses. Il y a l'interruption médicale de grossesse parce que l'enfant est en danger, parce que l'enfant est mal formé, parce que plein de raisons médicales. Il y a les mamans également qui sont pratiquement à la veille d'accoucher, tout va bien et puis il se passe une catastrophe au dernier moment et l'enfant est mort-né. Il y a ceux qui donnent naissance à un enfant et qui va bien également et qui, au bout de quelques jours, décède. Donc, ce sont toujours des causes malheureusement médicales. Et ce que je dois dire, c'est que dans le groupe que j'ai créé sur Facebook, on est 1400, même plus que ça. Il en arrive tous les jours. La première chose que nous disent les mamanges, parce qu'il y a beaucoup plus de mamanges que de papanges, mais quand même, ils viennent un petit peu s'exprimer, ça commence. La première chose, c'est j'ai donné la mort. Et dans ce livre, ce que je veux expliquer, c'est il ne faut absolument pas partir sur cette idée-là. On n'a pas donné la mort. Moi aussi, quand j'ai perdu ma Siana, et voilà, ça y est, ça arrive. 29 ans après, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Et pendant des années, pendant plus de 20 ans, j'ai nié tout ça. J'ai même oublié la date, le jour où je l'ai perdu. Et c'est pour avoir ce soutien que j'ai créé un groupe qui aujourd'hui
fonctionne vraiment avec cœur et avec écoute. C'est voilà, donner aux parents qui ont vécu ce drame une lueur d'espoir et surtout aussi expliquer à ceux qui les côtoient, à ceux qui ne connaissent pas heureusement ce drame, leur dire qu'ils peuvent être d'un énorme soutien. Les parents qui ont perdu des enfants, la première chose dont ils ont besoin, c'est qu'on reconnaisse que cet enfant a existé. On n'a pas besoin de s'apitoyer pendant des années, juste une reconnaissance. Il a existé, on est avec toi. Si tu as besoin d'en parler, on en parlera, mais surtout de ne pas du jour au lendemain dire bon ben ça y est c'est fini avec ces mots horribles, tu en auras d'autres, il valait peut-être mieux qu'il soit mort plutôt qu'handicapé, enfin tous ces termes horribles qui doivent disparaître de nos conversations. Oui, on va revenir sur ces mots et ces phrases à bannir. Je disais en début d'interview que j'étais émue en lisant, en parcourant. Je l'ai feuilleté plus que je ne suis rentrée dedans parce que j'étais très émue. Ma maman, un jour, me parle de ma grande sœur et me dit, qui est née d'ailleurs en Bretagne, je vis en Bretagne aujourd'hui, et elle m'explique que quand elle l'a accouché, en fait, elle n'a pas pu voir le corps. Elle l'a vu juste passer comme ça. Et pendant des années, parce que mon père voulait une fille absolument, donc j'ai 4 grands frères. Hein, et donc le médecin à l'époque avait dit oh là là, il ne faut surtout pas dire qu'elle a eu une fille puisque vous attendiez une fille, donc on va dire qu'elle a eu un garçon. Donc pendant des années, ma mère a pensé avoir mis au monde un garçon. Et un jour, c'est mon père qui il n'a pas fait attention. Un jour, il dit à ma mère, bah voilà, je suis allée sur la tombe de notre fille. Alors, et il s'est repris tout de suite, mais c'était, voilà, la chose était dite. Et donc, ma mère a appris, je devais avoir 11, 12 ans, oui, que en fait, c'était une fille qu'elle avait mis au monde. Et on en a parlé, mais très tardivement. Hein. Moi, j'étais déjà maman, voilà. Elle m'en avait jamais parlé avant, etc. Et en fait, elle connaissait même pas. Enfin, elle n'a jamais parlé, par exemple, elle, quand elle m'a parlé de ça, de deuil périnatal, elle m'a jamais parlé de. Et c'est vrai qu'on parlait de ma grande sœur, mais on ne parlait pas plus que ça. Et en fait, c'est de ça dont les parents ont besoin, c'est que finalement, ces parents, quel que soit le temps de vie de ce bébé, que ce soit quelques mois ou un peu plus, c'est d'être juste, de pouvoir juste en parler en fait, simplement. De pouvoir le fêter, se rappeler des choses s'il a vécu quelques semaines, des moments heureux, mais c'est vrai que c'est difficile pour l'entourage parce que l'entourage n'ose pas en parler, les parents n'osent pas en parler, donc c'est ça qu'il faut aujourd'hui libérer, quoi. Complètement. Ton histoire me rappelle un petit peu malheureusement la mienne. Ça s'est passé en 91. Je n'ai pas vu mon enfant. Excusez-moi. On l'a emportée directement. Je ne l'ai jamais revue. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Aujourd'hui, heureusement, les choses ont évolué. Les formations des sages-femmes, enfin, tout ce qui nous entoure pendant ce drame ont évolué. On propose aux parents de voir leurs enfants, et ce que je conseillerais à ceux qui malheureusement vivent ce drame et qui se disent non, je n'ai pas la force de le voir, ce que je leur conseillerais, comment dire, sans vouloir les choquer, prenez le temps de le regarder, prenez le temps de le prendre dans les bras, prenez le temps de faire sa connaissance avant d'en être séparés. Et je vous assure que quelques années après, vous serez heureux d'avoir eu ce petit moment avec lui. Ça permet de faire son deuil aussi. Hein. Complètement. Donner un prénom, parce que ça veut dire qu'il existait. Alors moi, ma grande sœur s'appelait Pierrick, puisque normalement c'était un garçon. Oh là là, non, ouais. là tu
je suis un petit peu choquée Oui, mais c'est par ton vrai que témoignage. c'est des choses qui Oui, arrivaient avant. c'est, Ouais, j'espère que ça a évolué aujourd'hui. ça fait partie du tabou dont je te parle et qui est encore mais tellement épais à l'époque que nous vivons avec tout ce modernisme. Les gens face à la mort sont effrayés. C'est peur de parler de cette mort. Et puis on n'a pas de souvenirs à leur raconter. Donc très vite, la conversation peut être bloquée. Mais on peut peut-être leur dire ce qu'on a vécu pendant notre grossesse, les projets qu'on avait pour ces enfants, c'est important, la place qu'ils ont tenue. Et c'est vrai que souvent, malheureusement, dans la famille proche, après une expérience comme celle-ci, c'est le flou définitif. On n'en parle plus, on passe à autre chose. Oui. Ça, c'est pas à faire. C'est pas à faire. Moi, j'ai vécu 20 ans sans en parler, comme je te dis, en oubliant la date. Et c'est à partir du moment où j'ai décidé vraiment euh, de me reprendre, de me dire non, mais c'est pas possible, je ne peux pas laisser passer ça, je ne peux pas oublier, que j'ai commencé à guérir, à accepter et à me dire qu'il y avait des choses à faire, qu'il y avait des gens qui étaient dans mon cas, qu'on pouvait aider, qu'on pouvait accompagner. Et je t'assure que dans ce groupe, et qui malheureusement est fermé parce qu'on ne peut pas parler de tout et n'importe quoi sur Facebook, on ne peut pas montrer certaines photos. Je pense, et j'en ai des preuves tous les jours, qu'on est vraiment, on sert vraiment à quelque chose. Et ça, déjà, moi, ça m'a permis de dépasser toutes ces frustrations que j'ai connues pendant toutes ces années. Et puis le livre a donné vie aussi à ma fille, puisque ça, c'est autre chose aussi. On lui avait donné un prénom avant qu'elle naisse, parce que je l'ai perdue à 5 mois et demi de grossesse. Elle devait s'appeler Anaïs. Et donc, tout a été arrêté, pas de prénom sur le livret de famille. Elle n'a pas vécu, elle n'a pas existé, sauf pour quelques-uns. Et quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'ai réuni mes 3 filles, dont une qui s'appelle Anaïs, qui est venue après mon petit ange, mais qui ne l'a jamais remplacée. Je lui ai toujours expliqué. J'ai réuni mes 3 filles et je leur ai dit, voilà, je viens d'écrire ce livre, je parle de votre sœur, mais elle n'a pas de prénom. Et là, je vais respirer un grand coup. Et c'est Anaïs qui m'a dit, eh bien, elle va s'appeler Siana. Et Siana, si tu le mets à l'envers, ça fait Anaïs. Ce sont ses sœurs qui lui ont donné un prénom. Donc, ce que je veux dire, c'est donner un prénom à son enfant, c'est important, c'est le faire vivre dans votre souvenir. Et puis, les gens pourront le nommer. Ce sera peut-être plus facile que de parler de quelque chose qui n'est pas. En fait, Qui n'est plus. je me dis peut-être que l'entourage n'en parle pas en se disant ben, la douleur va être moins grande Oui, si je bien n'en sûr. parle pas. Mais les parents, eux, qu'est-ce qu'ils disent, les parents qui vivent ça? Alors, là aussi, ça a beaucoup évolué. Au départ, on parle beaucoup de mamange, on parle peu de papange, parce que le papa, c'est l'homme, c'est celui qui pense qu'il doit être fort, qu'il doit soutenir sa femme, ce qui est vrai, mais qu'il doit être fort et qu'il ne doit pas montrer ses sentiments pour ne pas envenimer les choses. Mais le papa, il vit la même douleur que la maman. Et jusqu'à il y a quelques années, il n'en parlait pas. Là, j'ai quelques témoignages de papa, dont un que je crois tu connais bien, qui nous expliquent et qui se lâchent et qui expliquent leur douleur. Et c'est très important pour les mamans. Malheureusement, il est vrai qu'aujourd'hui, et je le vois dans notre groupe, très peu acceptent d'en parler. Beaucoup veulent avancer pour oublier, comme tu dis, pour passer à autre chose. On ne sait pas ce qu'ils ont vraiment ressenti. Est-ce que la douleur a été passagère et puis après on est passé à autre chose? Une maman ne peut pas ressentir ça. Oui, c'est-à-dire que dans Elle l'a les couples, on porté peut vivre le deuil très différemment. En plus, on sait que complètement. l'homme particulièrement n'est pas, euh,
enfin, c'est pas celui qui va s'épancher très facilement, il va plutôt garder ça en lui. Et donc, dans les couples, même, on peut éviter d'en parler. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudrait libérer, la parole, même au sein même du couple. Complètement, je l'ai vécu dans ma famille, beaucoup l'ont vécu dans leur famille. Nous en avons reparlé beaucoup d'années après. Et ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est qu'enfin ils me disent qu'il avait souffert et que évidemment, il avait été triste. Mais il faut que les papas arrivent justement à se libérer de leur ça. Douleur, ouais. Complètement. Et c'est aider leurs femmes qui sont dans la douleur que de la vivre avec elles et non pas de retenir tout ça en eux en pensant qu'ils vont faire avancer les choses. Et oui, j'imagine de toute façon que chaque histoire est différente, chaque histoire est unique, mais le vécu de la perte de quelqu'un qu'on aime, on peut juste simplement l'imaginer. On a peut-être un papa qui est décédé, peut-être une cousine, peut-être un ami, une amie. Donc on sait de toute façon ce que ça fait. Donc c'était étrange effectivement que quand il s'agit d'un enfant, on n'arrive pas à en parler. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, hein, c'est pour en parler. Donc, dans ton livre, tu parles bien sûr du deuil, de l'évolution des textes juridiques, je l'ai dit tout à l'heure, des causes de décès, on en a vu quelques-unes, de ce que ça fait de perdre l'enfant, de ce que deviennent les corps. Donc, aujourd'hui, tu disais que les corps, en fait, on peut les enterrer, on peut faire un enterrement ou quelque chose de normal ou c'est encore quelque chose à changer aussi là? Ah non, non, ça a bien évolué. Alors, je ne m'avancerai pas sur le nombre de mois de vie in utérus pour te dire à partir de quand on peut enterrer ses enfants, mais ça a bien évolué, heureusement. On peut déjà donc les voir, les prendre dans ses bras. On peut décider que l'on fera un enterrement ou pas. On n'a pas à juger les gens qui ne peuvent pas aller jusqu'au bout, jusqu'à l'enterrement. Dans ce cas-là, les enfants, c'est un petit peu triste à dire, mais bon, il y aura, comment dire, les cendres seront placées dans un lieu commun pour les petits anges. Mais surtout, ne jugeons pas les personnes qui ne peuvent pas aller jusque-là. Mais l'évolution est là. L'évolution est là dans la prise en compte des sentiments des parents, dans leur accompagnement. On peut maintenant, à partir alors, je ne sais pas si c'est le 5e mois, mettre le prénom de son enfant dans le livret de famille. Ah oui, il y a quand même eu des avancées, parce que moi, effectivement, dans mon livret de famille, ma grande sœur n'apparaît pas du tout. Non, moi la mienne non plus. On était en 91, ça commence à évoluer à peu près en 2000. Et c'est très important parce que c'est une trace. C'est peut-être le seul souvenir qu'on aura de celui qu'on a perdu. Et puis, on parle de ce travail de deuil. Est-ce que vous êtes accompagné aujourd'hui, parents, par ange, dans ce travail de deuil? Et comment est-ce que vous êtes accompagné? Est-ce que le personnel médical s'occupe de vous? Est-ce qu'il y a un suivi? Comment ça se passe aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, on pourra revenir sur le passé. Dans les témoignages que j'ai, on propose de rencontrer un psychologue, d'en parler. Il y a des cercles de discussion, beaucoup d'associations également qui sont là pour soutenir les parents. Il y a beaucoup de groupes sur Facebook, le nôtre par exemple, où on accueille les mamans qui sont complètement, les mamans et les papas, qui sont complètement perdus. Ce deuil que l'on doit faire, je pense que tu connais, il y a plusieurs étapes dans le deuil. La première étape, c'est la colère, c'est pourquoi moi, pourquoi est-ce que c'est arrivé, il faut trouver un coupable, alors ce sont les médecins, ou alors c'est moi. Voilà, on passe par plusieurs étapes comme celle-ci.
Et parfois, on n'arrive pas à la dernière, à l'acceptation, parce que on a loupé des étapes, on n'a pas eu l'écoute, on n'a pas eu, La ce reconnaissance, soutien. oui. Voilà. Donc, c'est toutes ces étapes-là qu'il faut vraiment passer et accompagner ces gens pendant cette période pour qu'ils soient, je dirais, plus sereins, que l'acceptation se fasse, même si elle ne se fait jamais vraiment. Moi, elle aurait eu, Sienna aurait eu 29 ans, elle est toujours dans mon esprit, mais dans un esprit apaisé. Parce que la vie a fait que j'ai eu la chance d'avoir d'autres enfants, parce qu'elles m'ont soutenue, parce que j'ai pu en parler, parce que je peux maintenant en parler. Oui, c'est tellement important. Ouais. Oui. Moi, je suis heureuse d'avoir pu en parler aussi avec ma mère, parce que je pense qu'elle n'avait pas eu vraiment l'occasion d'en parler. Et je sais pas, il y a eu un moment comme ça où on s'est dit des choses. Donc, c'est vrai que c'est important et en lisant ce livre, on comprend combien c'est important. J'avais fait un post il y a quelques jours sur mon profil Facebook et quelqu'un me dit non, pas toi. Et j'avais pas compris, oui, j'ai vu que tu avais commenté. J'ai pas compris ça, ce qu'il voulait dire. D'ailleurs, il n'a pas, je lui ai demandé de développer. Oui, c'est dommage parce que j'aurais aimé savoir pourquoi il disait ça. Non, pas toi, pas toi. Pourquoi tu vas demander? Parce que sur ce poste, justement, je demandais aux gens, j'expliquais pourquoi j'avais signé cette pétition dont on parlait au tout début et j'invitais les gens aussi à signer pour faire reconnaître le mot parange dans le dictionnaire parce que c'est pas juste histoire de faire rentrer un mot dans le dictionnaire, c'est quelque part ça a une portée beaucoup plus grande que juste le mot dans le dictionnaire. Et donc cet ami Facebook qui me met mais non, pas toi. Alors je me suis dit mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Je peux peut-être t'expliquer en fait moi ce que j'en pense. J'ai eu la chance de rencontrer Bernard Pivot justement pour lui parler de ce mot. Je suis restée un petit moment avec lui. Il a tweeté et en parlant du mot parange, en parlant de la pétition, sans prendre parti, mais il l'a fait. Et je suis allée voir les commentaires. Crois-moi, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher parce que sous prétexte d'être peut-être un petit peu plus intello que les autres, on va se lancer dans des explications et parange et pourquoi pas. Enfin, on a eu des réponses. Si j'avais lu tout ce qui avait été écrit, je fermais mon ordinateur, puis j'allais dans mon lit, je pleurais, puis je laissais tomber. Je ne sais pas pourquoi. Au moins, ça en fait parler, mais je ne sais pas pourquoi cette méchanceté, parfois, par rapport à quelque chose dont on n'a pas pu discuter. Moi, j'aimerais pouvoir discuter avec les gens qui me disent « mais c'est complètement idiot, pourquoi inventer un mot pour ça ?» Leur expliquer pourquoi on demande ce mot. On sait que nos anges ne reviendront pas, on sait que ça ne fera pas avancer le schmilblick, en tout cas, comment dire, que ça ne nous permettra pas de les retrouver, mais on a besoin de cette reconnaissance-là. On se reconnaît déjà tous avec ce mot-là, beaucoup en tout cas. C'est impressionnant depuis que je m'intéresse. C'est pas moi qui ai inventé le mot, je tiens à le dire. Je l'ai trouvé sur un site canadien, je crois, il y a quelques années. Il m'a parlé tout de suite. Donc, je ne me revendique pas comme l'inventrice de je sais pas, ça existe le mot inventrice? Oui, on va dire oui. Voilà. Mais voilà, c'est donc pourquoi toi oui, et c'est vrai que plus loin. En fait, on connaît au moins une personne qui a vécu bien ça sûr. Et on ne sait pas. Et j'ai une amie en fait qui m'a parlé de ça cette année, qui me dit voilà, j'ai fait plusieurs fausses couches et je pense à l'adoption. Waouh! Et je n'avais eu aucune idée de ça. Ça faisait quelques années qu'on se connaissait
Et quand elle m'a dit ça, c'est vrai que ça a été une surprise. Et sur le moment, ben, il faut respirer aussi parce qu'on se dit waouh, qu'est-ce que je dis alors? Qu'est-ce que je dis? Il faut que je sois pas, il faut que je sois pas, il faut que je sois plutôt bienveillante, mais pas non plus en gna parce que les gens n'ont Oui, pas besoin de ça. Enfin voilà. Et en fait, on a pu en parler simplement voilà. ouais, et c'était chouette de pouvoir en parler. Simplement demander est-ce que tu as envie d'en parler? Est-ce que tu veux m'en parler? Montrer que tu es à l'écoute. Mm. C'est pas la peine d'aller au-delà, de la prendre dans les bras, de pleurer avec elle, ni quoi que ce soit. C'est pas ce qu'on attend. Simplement pouvoir en parler sans que les gens soient effrayés, euh, se disent ouh là là, non non, ça c'est pas possible. C'est un sujet que je ne peux pas aborder. Si, c'est un sujet comme les autres. C'est la vie, c'est la mort. Ce sont des rêves qui se sont éteints. Et le prendre simplement comme ça. Mm. Et c'est ça, je crois, qui brisera le tabou. Et tu parles d'ailleurs dans ton livre hein, du souvenir qui est important, de, 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 Le de, souvenir. le, bah, de pouvoir évoquer des souvenirs, de pouvoir raconter son histoire, de pouvoir, Complètement. Complètement. avec son entourage, avec les amis, peut-être même avec des collègues, enfin vraiment comme si on parlait de choses et d'autres, on parle de choses tellement sérieuses dans la vie, on peut aussi bien parler de ça. Et tu parles aussi de ces phrases, tu en as évoqué quelques-unes au tout début, ces phrases et ces mots à bannir, du style, bon, genre c'est pas grave, quoi, voilà, il y en aura un Tu autre. en auras, t'en Oui. auras d'autres, oui, bien sûr. Bah, s'il est parti, c'est qu'il fallait qu'il parte. Moi, le gynéco qui m'a ausculté m'a dit il faut être fataliste. Tu viens d'apprendre que le cœur de ton bébé ne bat plus et on te dit il faut être fataliste. Je crois que c'est à partir de là que je me suis dit qu'un jour, je ferai quelque chose. Sur le coup, j'ai pas pu. J'ai même fui l'hôpital. J'ai fui la maternité. Je suis partie. Je n'ai vu personne. Personne n'est venu me voir. Pas de psy, pas d'infirmière ni quoi que ce soit. Donc, bon, Non, je c'est pour pense ça que pas je te que ma dis les mère choses a ont vécu ça beaucoup non plus, évolué. oui. Oui. Mais justement, Mm. est-ce que le personnel médical est formé à communiquer avec les parents qui ont perdu un enfant? Est-ce qu'ils sont formés à ça? Parce que peut-être que c'est un volet important aussi à leur proposer, si ce n'est pas le J'ai cas. discuté avec, oui, j'ai discuté avec certaines infirmières et certaines personnes qui se formaient pour être sage-femme. Là aussi, l'évolution est grande. Ça fait, ils sont formés, pas assez, me disent-ils. Ce qu'il faut expliquer également, c'est que beaucoup vivent ça plusieurs fois par jour et on comprend qu'elles doivent se protéger. Il faut être humain, mais en même temps se protéger soi parce que ce malheur, elle le voit plusieurs fois, je te dis, dans la journée, dans la semaine. Il y a des thèses qui se font de plus en plus. On m'en a proposé d'intervenir dans quelques-unes. Donc, cette évolution, elle va dans le bon sens. Pour nous, elle n'est pas assez rapide. Parce que, bon, on en voit arriver qui sont complètement cassés et qui ont eu des réactions. Ne serait-ce qu'une chose, tu vas dans une maternité, tu sais que tu vas accoucher d'un enfant mort-né, mais tu es dans le service de natalité. Eh oui. Moi, quand j'ai éjecté ma fille, parce que je l'ai éjectée, je te laisse lire le passage, j'ai tout de suite après, j'ai entendu pleurer un bébé qui arrive à la vie. Ne serait-ce que ça. Essayer de comprendre qu'il faudrait séparer à un moment donné les personnes qui donnent naissance à des enfants et les personnes qui donnent naissance à des bébés morts. Ça, ce serait déjà une grande chose. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on n'ait pas encore compris ça. C'est un petit détail, mais qu'est-ce qu'il est important. Bien sûr. Donc la formation a évolué, les sages-femmes sont plus à l'écoute, mais il y a encore du travail. Bon, ben, de toute façon, il y a
Il y a la force du collectif, il y a la force aussi des Oui, gens qui ont juste de la bienveillance à entendre ces histoires et qui se disent moi aussi j'ai envie de faire quelque chose. Et donc je rappelle qu'il y a une pétition. Je donnerai bien sûr tous les liens sous cette vidéo. Euh, Comment ça se passe au niveau de la fratrie quand dans une famille on vit ça et qu'il y a déjà des grands frères ou des grandes sœurs? Est-ce qu'il y a aussi des choses, par exemple, que l'on peut savoir qui vont être aidantes pour les parents qui n'ont jamais consulté ou ne mhm. serait-ce que pour la famille qui est autour? Que faire? Alors moi, je pense qu'il ne faut pas cacher. Il ne faut pas cacher les choses. De toute façon, c'est visible, c'est physique. On porte un enfant, on a le ventre rebondi. S'il y a des frères et sœurs plus âgés, ils en sont conscients. Je vais te citer quelque chose d'horrible, mais c'est pour donner un exemple. Quand je suis revenue de la maternité, la nounou de ma fille, qui est une amie que j'adore, lui a dit oui, mais tu sais, maman, elle avait mangé trop de pâtes. C'est pour ça qu'elle avait un gros ventre. Donc voilà, Ah, ce sont des ouais, choses comme ça. Donc j'ai ouais. pris ma fille, et évidemment, on a discuté toutes les deux, mais avec sérénité, je lui ai dit, bon, ben, ta petite sœur, elle est partie, on est malheureuse, ça va passer, c'est comme ça. Il faut répondre à leurs questions. Il ne faut surtout pas cacher comme on Oui, cachait avant. oui, ou alors enjoliver ce qui s'est Oui, passé. C'est-à-dire que voilà, bien le cœur sûr, de bébé s'est arrêté et oui. voilà pourquoi elle ou il n'est plus là aujourd'hui. Donc souvent les enfants, Voilà, il est parti. On peut, c'est comme la oui, sexualité, ils n'ont pas besoin. Alors nous, en tant qu'adultes, on essaye d'arrondir les mm, angles, etc. Mais en fait, quand on parle juste au niveau physique, souvent les enfants se suffisent de ça. se mettre à leur niveau, leur dire, bon, ben, même si je ne suis pas croyante, je lui dis, ben, elle est partie avec d'autres bébés, elle est bien là où elle est. Voilà, ils ont besoin d'être rassurés, mais ils ont surtout besoin d'avoir des réponses à leurs questions. Mm. Alors, Donc, je pense, j'ai rencontré deux infirmières, mm, une ancienne infirmière en soins palliatifs qui a fait aujourd'hui son métier. Alors, elle a été 20 ans infirmière en soins palliatifs et en fait, elle accompagnait donc les gens qui allaient mourir. Et en fait, à un moment, elle s'est dit, je n'ai plus envie de faire ça, je veux accompagner les gens qui restent parce que mm, c'est très difficile. Et en fait, elle a fait son métier, donc le nom de son métier, c'est palliatothérapeute. Elle s'appelle Sophie, cette première infirmière que j'ai rencontrée, et elle expliquait justement que la mort, tout simplement, sans parler juste de la mort d'un enfant, mais la mort, tout simplement, est encore un sujet tabou et que c'est vraiment un sujet bien qu'il sûr. faut aborder en tout temps, pas attendre que ça arrive, on peut en parler avant aussi, on peut même préparer une mort, enfin voilà. Et donc, elle agit aussi pour faire changer les mentalités. Et puis, je l'ai interviewée, tu pourras retrouver Ah son oui. interview. Et il y a une autre infirmière qui vit en Nouvelle-Calédonie qui, elle aussi, a eu, dans le cadre de son métier, à accompagner des gens qui allaient mourir. Elle dit même, aujourd'hui, elle s'est découverte, mais elle sait qu'elle avait ça en elle depuis très longtemps, comme un don de passeuse d'âme. Voilà. Donc, il y a une portée très spirituelle aussi dans son travail Mm, d'infirmière. Et en Nouvelle-Calédonie, elle donne des conférences sur le thème de la mort, sur comment parler de la mort, comment aborder de la mort, aborder le sujet de la mort simplement et de ne pas en faire ce tabou qui fait que, oulala, si j'en parle, ça va être un peu comme mm. c'est un peu, c'est comme si j'allais l'attirer. En fait, voilà, c'est des croyances qu'il faut, allez, dégager et faire que ce sujet-là aussi soit simple à dire. Tu as dit le mot simplement. Voilà. C'est la meilleure chose à faire pour que la communication passe. Répondre aux questions et parler simplement. Alors, on a parlé du personnel médical, du suivi un petit peu. Aider les parents, on l'a évoqué beaucoup, c'est ne pas se fermer, hein, Mhm. essayer de...
c'est même pas en parler, c'est demander est-ce que tu voudrais, si on a une amie ou une sœur ou Voilà. quelqu'un qui vit ça, est-ce que tu as envie d'en parler avec moi? Mm. Et si j'ai envie de pleurer, alors, est-ce que j'ai le droit de me laisser aller à pleurer? Oui. Complètement, mais bien sûr, mais bien sûr. Regarde, moi, quand je discute avec des parents, je vais pas, ça me touche, évidemment, puisque j'ai vécu ce drame, mais on ne peut pas écouter des gens dans la peine sans être avec eux dans la peine. Donc, se donner le droit de pleurer, mais c'est complètement humain. Et la personne qui sera en face de toi, je ne vais pas dire qu'elle te sera reconnaissante parce que tu as pleuré, mais elle comprendra que tu es en empathie avec elle. Et bien sûr qu'on a, Oui. on a tous les droits, on a tous les droits. Puis après lui dire, bon allez, c'est moi qui fais à manger, tu t'occupes de rien, je m'occupe Par de toi. exemple, voilà, mais tu l'auras écouté. Et Ouais. ça, crois-moi, elle t'en remerciera 1000 fois. C'est très, très, très important. Savoir écouter et dire aux autres qu'on peut les écouter, qu'on est avec eux et qu'on peut en parler sereinement. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de dire et de répondre, par exemple, à ces commentaires que tu disais parfois un peu blessants? Est-ce qu'il y a des commentaires qui te viennent comme ça particulièrement à l'esprit et tu te dis, bah, tiens, là, je pourrais leur répondre? Est-ce que tu as des exemples? Il y en a qui sont tellement virulents que je n'ai pas envie de leur répondre parce que je me dis qu'ils sont en train de mouiner avec leur petit cerveau là. Moi, la seule chose que je peux dire quand je parle du combat pour le mot parange, c'est un mot que l'on a choisi, que l'on s'est donné naturellement, qui nous a parlé, parce que c'est un mot doux. On est parents d'anges, pas seulement d'anges qui sont au paradis ou quoi que ce soit. D'anges, ce sont des enfants que nous avons portés, que nous avons aimés, que nous continuons et que nous continuerons à aimer. Donc, c'est un mot qui nous va. Qu'est-ce qui vous gêne dans le fait qu'on rajoute ce mot dans le dictionnaire? Moi, je ne cherche pas à avoir mon nom dans le dictionnaire, loin de là. Je cherche simplement à ce que nous soyons reconnus, qu'il y ait un mot qui nous reconnaisse, que ce soit les parents qui ont perdu un bébé ou que ce soit les parents qui ont perdu un enfant, à quelque âge que ce soit. Et ça, c'est hyper important. On a également des témoignages de gens qui ont perdu des enfants majeurs ou de jeunes enfants, mais qui se sentent concernés. Qu'est-ce qui peut vous gêner dans ce mot-là? Alors, je te dirais que l'Académie française est en train d'étudier d'autres mots. Je voudrais quand même te les donner pour qu'on ait une petite idée. Donc, on parle beaucoup de désenfanter. Désenfanter pour nous, je dis pour nous parce que j'ai demandé l'avis d'autres parents, c'est déjà quelque chose de négatif. Désenfanter. Moi, j'ai 3 filles. J'ai une magnifique petite fille. Je ne suis pas désenfantée. J'ai des enfants. J'en ai perdu une. Mais je ne suis pas désenfantée. Et c'est ce que me répondent la plupart des gens. Oui, désenfanté, ça fait un peu désenchanté. Ça fait, c'est très voilà. négatif. Puis, quoi. sans enfant. Désenfanté, ouais. Sans enfant. Je ne suis pas sans enfant. Le petit Robert, pour ne pas le citer, a parlé de orphe d'enfant. Orphe d'enfant. J'ai l'impression que je le vomis. Ils sont en train de réfléchir sur ce mot orphe d'enfant, orphelin d'enfant. Je laisse réfléchir. Et puis, il y a un club d'intellectuels. Alors, moi, ce qui me vient, Nadia, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Voilà. Oui, ce que je là, il y a déjà un mot qui existe que visiblement de nombreux, on ne parle pas juste de dizaines de parents, c'est de nombreux parents utilisent déjà ce mot entre eux parce que c'est quelque chose qui vibre chez eux, c'est quelque chose qui leur parle. Donc, pourquoi aller chercher autre chose alors que vous proposez déjà? Ça, c'est un mystère. Je pense que nous vivons dans un monde d'intellectuels et qu'entre l'intellectuel et le cœur, il y a peut-être un moment où ça coince. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'autre explication.
Bon, en tout cas, on sait que les choses avancent, les choses évoluent parce que cette pétition, même au moment où on parle, il y a encore les chiffres qui changent, qui grossissent. Comme je te disais, il y a ces 2 infirmières. Moi, j'avais jamais entendu parler du terme palliatothérapeute ou même d'infirmières qui s'occupaient de parler de la mort. Donc, tu vois, j'ai l'impression vraiment que c'est des sujets qui viennent de plus en plus comme ça, naturellement, dans la conversation, et je trouve ça très chouette parce qu'il y a un mot qu'utilise cette infirmière qui est en Nouvelle-Calédonie, c'est que la naissance est naturelle, mais la mort aussi est naturelle. Avant, dans une maison, on naissait et on mourrait dans la même maison avant. Absolument. Voilà. Et donc, ça faisait partie du cycle. C'était quelque chose de tout à fait naturel. On ne sait pas à quel moment on a perdu ça, mais en tout cas, il faut retrouver cette origine, cette source qui fait que, voilà, on est et un jour on meurt, et ça, c'est normal aussi. Ça, c'est encore un grand sujet. Oui. Mais en tout cas, le fait d'en parler, c'est vrai que ça fait du bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Nadia, pour terminer? Pour terminer, je voudrais dire à tous qui nous écouteront, il est vrai que je parle d'un sujet précis, le deuil périnatal, et je voudrais terminer par ça. Soyez ouverts, soyez à l'écoute, soyez simples et sachez que des parents qui ont perdu un enfant que vous ne connaîtrez jamais vous seront éternellement reconnaissants si vous reconnaissez le passage de cet enfant, si vous allez vers eux et si vous leur parlez simplement. Voilà, et on peut rajouter, comme tu l'as dit tout à l'heure, aussi, on parle des parents qui ont peut-être perdu un enfant qui avait quelques années, voire même à 50 ans, quand on est parent, quand on perd un enfant, c'est pareil. Hein, donc, si on a envie d'en parler, et on peut te rejoindre dans ce groupe Facebook que tu as créé. Alors, je suppose qu'il y a une sorte de questionnaire à répondre avant de pouvoir rentrer dans ce groupe. Oui, parce qu'on a eu quelques mauvaises surprises. Bon, on fait confiance à ce qu'ils nous répondent par l'affirmative. On pose une simple question: êtes-vous parent? Et depuis quelque temps, on accueille également des personnes qui ont perdu des êtres chers à une autre période que pendant le deuil périnatal. Parce qu'on pense qu'on est malheureusement une grande famille et qu'ils sont autant concernés que ces mamans qui ont perdu leur bébé, et on peut s'entraider. Et moi, ça me fait du bien aussi parce que j'ai un grand frère qui a eu une fille décédée d'un cancer il y a quelques années, donc elle avait une dizaine d'années. C'est vrai que moi aussi, la première, j'ai jamais su vraiment en parler à mon frère. Et tu vois, c'est ce genre de rencontre, et c'est pour ça que je fais aussi des interviews, c'est ce genre de rencontre qui me permet aussi de grandir, d'évoluer et de me dire oh, j'apprends quelque chose, j'apprends que c'est possible et je peux transmettre ça. Donc, merci Nadia. Mais moi, je te remercie pour ton humilité et je suis ravie d'avoir fait ta connaissance. Et si on peut faire avancer les choses, on aura fait quelque chose de bien. Merci. Je le souhaite aussi. Je t'embrasse. Au revoir Nadia. Au revoir.